Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. J'ai le plaisir de présenter aujourd'hui le cours de théorie générale du droit constitutionnel. Ce cours est destiné pour les étudiants du droit en français pour le semestre 2. C'est un cours qui est fondamental à plus d'un titre. D'une part, il permet une initiation aux études juridiques et il permet également d'être au fait de l'actualité politique. Je vais d'abord commencer par la définition du droit constitutionnel. Eh bien, le droit constitutionnel est une des branches les plus importantes du droit public. Ce droit qui fonde le pouvoir politique, l'organise au sein de l'État et établit les droits et les libertés fondamentaux. En effet, le droit constitutionnel est l'ensemble des règles juridiques qui permettent d'encadrer le pouvoir politique et, d'autre part, de garantir les droits et les libertés fondamentaux. Ce droit tient une place très importante dans les États démocratiques, dans lesquels le droit régit les activités des citoyens, celles de leurs représentants, ainsi que l'action des gouvernants. Le premier élément constitutif de l'État est son territoire. En effet, le territoire est l'espace dans lequel s'exerce l'autorité de l'État sur une population. Il n'y a pas d'État sans territoire. Ce dernier représente l'instrument de cohésion de la population et permet la construction d'un sentiment d'identité commun à toute la population. D'ailleurs, l'intégrité du territoire est consacrée dans la plupart des constitutions. L'article 42, à titre d'exemple, de la Constitution marocaine de 2011 précise que le roi est le garant de l'indépendance du pays et de l'intégrité territoriale dans ses frontières authentiques. Un autre exemple, celui de l'article 5 de la Constitution française de 1958, dispose que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. En effet, tout État dispose d'un territoire qui est délimité par des frontières terrestres, maritimes et aériennes, qui le séparent des autres États et dont le respect représente la condition fondamentale de son indépendance et de sa souveraineté. Le territoire qui délimite la compétence de l'État à l'intérieur de ses frontières est protégé par le principe internationalement reconnu de l'intangibilité des frontières, ce principe même qui a subi régulièrement des revendications de territoire de la part de nombreux États en Afrique, au Proche-Orient ou ailleurs. La population est le second élément qui constitue l'existence de l'État. La population est composée des individus, nationaux et étrangers, qui vivent de façon permanente sur le territoire de l'État et qui sont soumis à l'autorité étatique. Les nationaux, généralement, ils sont liés à l'État par le lien juridique de la nationalité, ce lien qui permet de distinguer nationaux et étrangers, les étrangers ne disposant pas, bien entendu, des mêmes droits que les premiers, précisément en matière de citoyenneté. La nationalité crée un lien d'allégeance qui unit l'individu à un État déterminé et se manifeste par les droits et les devoirs des personnes à l'égard de l'État en matière de droits électoraux, d'obligations militaires, de protection diplomatique à l'étranger et de protection des minorités. Les conditions d'attribution de la nationalité sont du ressort de l'État, de la souveraineté même de l'État, qui en détermine librement les critères dans son code de la nationalité, que ce soit à travers le droit du sang, le droit du sol ou les deux à la fois. La nationalité peut également être acquise par la voie de la naturalisation. Par ailleurs, l'État réglemente de manière souveraine les conditions d'accueil et de séjour des étrangers sur son territoire. Cependant, l'État a une obligation majeure, c'est celle de protéger toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire, quel que soit leur statut, qu'ils soient ressortissants d'autres États, réfugiés, demandeurs d'asile ou autres. Cette obligation de protection a d'ailleurs été affirmée par la Cour internationale de justice dans une affaire très célèbre de la Barcelona Traction, arrêt du 5 février 1970, qui considère, dès lors qu'un État admet sur son territoire des investissements étrangers ou des ressortissants étrangers
Qu'elles soient personnes physiques ou morales, il est tenu de leur accorder la protection de la loi et assume certaines obligations quant à leur traitement. Le troisième élément qui constitue l'existence de l'État, c'est un gouvernement, mais un gouvernement qui soit effectif. La maîtrise de la population se réalise idéalement dans l'adhésion des gouvernés au système de gouvernement et par le respect des choix sociétaux de l'État qui peuvent revenir à faire régner l'ordre s'agissant de l'État gendarme ou intervenir dans la vie des citoyens dans le contexte de l'État-providence. Cependant, l'adhésion de la population au choix étatique n'est pas juridiquement indispensable à la définition de l'État, dans la mesure où certains gouvernements peuvent reposer sur la force sans remplir pour autant les conditions relatives à la légitimité démocratique. Le troisième élément qui constitue l'existence de l'État, c'est le gouvernement effectif. Il ne peut y avoir d'État sans un gouvernement effectif, c'est-à-dire des pouvoirs publics qui exercent réellement leur autorité sur l'ensemble des membres de la communauté, sur tout le territoire, et qui disposent également du monopole de la contrainte et de la force armée. Pour le sociologue Max Weber, l'État dispose du monopole de la contrainte légitime. C'est une entreprise politique à caractère institutionnel lorsque, et tant que sa direction administrative revendique avec succès, dans l'application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime. Le gouvernement effectif est donc fondamental. Le gouvernement se fait en principe il doit maîtriser en principe la population, et la maîtrise de cette population se réalise idéalement dans l'adhésion des gouvernés au système de gouvernement et par le respect des choix sociétaux de l'État qui peuvent revenir soit à faire régner l'ordre s'agissant de l'État gendarme ou à intervenir dans la vie des citoyens dans le contexte de l'État-providence. Cependant, l'adhésion de la population au choix étatique n'est pas juridiquement indispensable pour définir l'État, dans la mesure où de nombreux gouvernements peuvent reposer sur la force sans remplir pour autant les conditions relatives à la légitimité démocratique. Nous avons vu, pour que l'État puisse exister, la nécessité d'un territoire, d'une population, d'un gouvernement effectif. Ceci dit, les éléments qui constituent l'État ne permettent pas d'en donner une définition juridique, d'autant plus que différentes collectivités possèdent un territoire, une population et des autorités publiques, d'où la nécessité de distinguer les caractères juridiques de l'État. Les caractères juridiques de l'État vont nous permettre donc de définir cet État sur le plan du droit. L'État, il désigne en droit la personne morale qui détient la souveraineté. L'État est une personne morale, c'est-à-dire que l'État ne se confond pas avec une personne physique, c'est une entité abstraite et permanente. La personnalité morale est en fait la reconnaissance de la personnalité juridique à des groupements de personnes physiques, ce qui leur confère des droits et des obligations telles que celles des sujets de droit. L'autonomie est la conséquence de la personnalité morale qui permet l'autonomie juridique, c'est-à-dire celle de contracter, l'autonomie financière, celle de disposer d'un budget propre, ainsi que le droit d'ester en justice. D'autre part, l'État est la forme institutionnalisée du pouvoir avec la capacité d'agir sur le plan juridique. En outre, le pouvoir politique est institutionnalisé lorsqu'il est dissocié de la personne des gouvernants pour se reporter sur celle de l'État. Par conséquent, les actes de l'État engagent celui-ci indépendamment des personnes qui les ont pris en son nom, les gouvernants, tant sur le plan intérieur, que ce soit s'agissant des emprunts, ou sur le plan extérieur, pour la ratification des traités internationaux par exemple. Les gouvernants ne font en fait qu'exercer des compétences au nom de l'État et leurs actes sont imputés à l'État au nom duquel ils gouvernent. De plus, l'État se caractérise par le fonctionnement continu des pouvoirs. C'est la théorie de l'institutionnalisation, indépendamment de ses dirigeants qui peuvent mourir ou être renversés. Mais l'État, il subsiste, il est permanent, il assure la sécurité des relations juridiques, tant
tant sur le plan national que sur le plan international. L'État est également une personne morale souveraine, et c'est la souveraineté qui permet finalement de distinguer et de définir l'État. L'État dispose d'un territoire sur lequel s'exerce son pouvoir suprême, sa souveraineté. La conception classique de la souveraineté est la suivante, c'est que l'État détermine lui-même ses propres compétences et ses règles fondamentales, notamment celles qui sont inscrites dans la Constitution. La souveraineté peut être définie comme le pouvoir de droit qui est inscrit dans un ordre juridique, qui est initial, il est à la source de l'ordre juridique. Il est inconditionné et suprême, ça veut dire qu'il n'y a aucune autre norme qui lui est supérieure. La définition classique de la souveraineté en tant que pouvoir qui ne reconnaît au-dessus de lui aucun autre pouvoir et qui est à la source de tous les pouvoirs, eh bien, elle connaît cette définition, elle connaît certaines limites, tant sur le plan interne que sur le plan international que nous allons traiter. Ça veut dire que la souveraineté de l'État n'est pas absolue, qu'elle est limitée sur le plan interne comme sur le plan externe. Quelles sont finalement les limites à la souveraineté de l'État? Les limites internes, sur le plan interne, la question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure l'État, qui crée le droit, est-il soumis au droit qu'il crée lui-même? Le système de l'État de droit implique l'autolimitation du pouvoir de l'État, dans cette vision selon laquelle l'État qui produit le droit doit également s'y soumettre. Ceci implique que les gouvernants ne soient pas placés au-dessus des lois et qu'ils soient encadrés et régis dans leurs fonctions par le droit. Dans ce paradigme, chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles supérieures, ce qui suppose le respect à tous les niveaux de la hiérarchie des normes, conformément au principe de la hiérarchie des normes qui a été apporté par le juriste autrichien Hans Kelsen. Ce principe de la hiérarchie des normes postule également un système au sommet duquel figure la Constitution, la loi devant être contrôlée dans sa conformité aux dispositions de la Constitution par un juge constitutionnel. Sur le plan externe, la suprématie de la souveraineté de l'État implique que ce dernier n'est subordonné à aucune autorité qui lui est supérieure, qu'il est indépendant et qui ne procède d'aucune norme extérieure. Il faut préciser que le droit international classique repose sur la souveraineté des États et la Charte des Nations Unies mentionne que l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. C'est l'article 2, paragraphe 1. En effet, la souveraineté de l'État possède un caractère qui est irréductible, mais avec la mondialisation, la régionalisation, elle peut être limitée de fait de l'appartenance à des organisations internationales telles que le traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN ou bien l'Union européenne. D'autre part, l'État est également limité dans sa souveraineté par l'existence des contre-pouvoirs. La souveraineté de l'État est également affectée dans un contexte de mondialisation de l'économie qui résulte des progrès techniques dans les secteurs des transports et des communications et qui permet l'universalisation du marché et la dévalorisation des frontières nationales, tant sur le plan économique que juridique. Dans ce contexte, les sociétés transnationales et les organisations non gouvernementales déploient leur stratégie dans une société mondialisée dans laquelle ce qui est valorisé, c'est ce qui circule. Les flux transfrontaliers relèvent d'autres logiques que celles des souverainetés territoriales. Enfin, nous pouvons considérer que l'État doit désormais faire face à une diversité de contre-pouvoirs qui représentent des centres organisés de décision et de contrôle et qui cherchent à limiter la puissance de l'appareil dirigeant de l'État.